Bonjour. Moi, je suis ici déjà pour vous remercier d'être présent. C'est toujours très agréable d'avoir du monde en face de nous, de jolis sourires en plus. Mais surtout pour vous raconter une jolie histoire, l'histoire de l'industrie française. Je représente une association qui s'appelle la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a 220 ans, qui a été créée par Napoléon Bonaparte. C'était une réponse à la révolution industrielle en Angleterre, où il se passait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'innovations, et il ne se passait rien en France. Et il s'est dit, nous, on y va aussi. Voilà, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des audacieux, on y va. Donc la société a été créée sur le modèle des sociétés savantes anglaises, c'est-à-dire surtout des ingénieurs, des chercheurs. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler d'aujourd'hui, elle a 220 ans, mais aujourd'hui, l'association existe toujours. Je la représente. Je ne fais que passer, mais je la représente. Et nous avons toujours cette mission d'encourager. Encourager, ce que je vous disais, les audacieux, les femmes, les hommes qui décident d'entreprendre dans l'industrie, puisque nous représentons l'industrie nationale. Et aujourd'hui, avec Anthony, on vient vous présenter un document incroyable qui a été créé en partenariat, qui s'appelle le baromètre de l'industrie en mouvement. Pourquoi l'industrie en mouvement? Parce que l'industrie, c'est quelque chose qui bouge grâce à vous. Vous êtes les acteurs et on a besoin de vous. Et aujourd'hui, on vient vous sensibiliser pour vous dire qu'il faut y aller. Vous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, c'est génial. Il faut y aller, il faut bien choisir, il faut bien écouter parce qu'il y a des emplois qui sont peut-être avec plus de débouchés que d'autres, mais surtout aussi peut-être il y a de la passion. Dans l'industrie, il faut de la passion, il faut que vous ayez envie. Et puis vous verrez, c'est rémunérateur si vous êtes bon, si vous travaillez. Donc voilà, je venais vous raconter cette petite histoire pour vous dire qu'on est tous acteurs depuis plus de 220 ans et on va vous donner des chiffres qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est que l'industrie en France aujourd'hui et dans le monde d'ailleurs aussi. Donc je passe la parole à Anthony. Merci beaucoup Stéphanie et bonjour à tous. Alors c'est un moment délicat pour parler d'industrie parce que la situation conjoncturelle est quand même, on va se le dire, plutôt défavorable. D'accord. Mon rôle, ça va être d'essayer de vous parler à la fois du changement de paradigme auquel on assiste au niveau industriel mondial depuis la crise Covid. Je vais revenir les raisons, mais on n'est plus du tout... L'environnement concurrentiel a drastiquement changé, il est beaucoup plus intense qu'il ne l'était pré-Covid. On a un sujet européen, et c'est tout le rapport Draghi qui en parle, qui a été publié en septembre, il y a un décrochage européen qui est en train de s'opérer, notamment vis-à-vis des États-Unis, donc j'y reviendrai. Il y a un risque que l'Europe vraiment sous-performe, donc il faut être vigilant à ça. Il y a des réponses à apporter, mais donc j'essaierai de vous qualifier et quantifier un peu le phénomène. Et ensuite, quel avenir pour l'industrie française? C'est-à-dire une fois qu'on fait le constat de dire que l'environnement est rude, difficile, il existe quand même des pistes, on peut complètement se réinventer, il peut y avoir une politique industrielle beaucoup plus ambitieuse. Donc la question, c'est comment la penser? Quelles pistes on peut donner, et puis parler un peu du phénomène de réindustrialisation qu'on a connu quand même depuis 2017, qui est effectivement un espèce de tournant, en tout cas ça plafonne, on n'est plus du tout dans un phénomène aussi allant qu'on a pu le connaître sur les dernières années. Et donc où est-ce qu'on va et quelles sont un peu les pistes de solutions pour éviter de retomber dans ce que la France a connu sur les 30-40 dernières années, c'est-à-dire un phénomène de désindustrialisation assez massif. Donc j'attaque tout de suite en vous parlant un peu de l'environnement mondial. Il a drastiquement changé, et je commence par une image toute simple, parce que ça fait la une partout et on ne peut que en parler. C'est la montée en puissance de DeepSeek, donc l'intelligence artificielle chinoise qui est sortie en début de semaine et qui vient concurrencer notamment OpenAI, le grand américain, mais également tous les autres américains. Et donc ce qu'on est en train de voir, c'est que dans la course à l'IA, mais c'est vrai dans la course industrielle, je vais y revenir, on a vraiment deux géants qui s'affrontent, c'est la Chine et les États-Unis. D'accord ? Il y a vraiment une course à l'hégémonie, à la fois industrielle, mais on le voit aussi dans le numérique, on le voit partout. Et l'Europe est un peu le spectateur de tout ça. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on était très bien positionné dans l'industrie jusqu'à encore récemment. Il ne faut pas oublier qu'on est un continent qui générons un excédent commercial. Ce n'est pas vrai de la France, mais c'est vrai de la zone euro prise dans son ensemble. Donc on était très bien positionné sur l'industrie. On l'est moins sur l'industrie de demain. Et sur le numérique, on l'est pour le coup là, très en retard. On ne l'est presque pas du tout. Donc il y a un vrai sujet, c'est qu'il y a un peu une course qui est lancée. Et l'Europe est très en retard. Et on a ces deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Pourquoi est-ce que je vous parle de changement de paradigme ? C'est qu'au moment de la crise Covid, les Américains et les Européens, mais les Américains ont pris des mesures très fortes pour ça, ont pris conscience de ce que signifiait le mot souveraineté.
Autrement dit, ils refusent, et on le voit parce que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a débuté dès 2018, il y a un refus des Américains de dépendre d'intrants chinois massivement, ou en tout cas, ils veulent sécuriser une partie de leur production, et notamment stratégique. On pense à la défense bien sûr, mais on pense à la fabrication de puces, nécessaire à désormais un grand nombre d'intrants industriels. Donc on a une stratégie américaine qui consiste à attirer énormément les investissements. Donc ça veut dire essayer de mettre en place tous les crédits d'impôt possibles. On l'a vu avec le CHIPS Act, on l'a vu avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Donc il y a eu tout un tas de mesures qui ont été prises, faciliter aussi l'installation des entreprises lorsqu'elles s'installent sur le sol américain. Nous, on travaille par exemple avec beaucoup de chimistes européens ou des grandes industries lourdes européennes qui sont également investies aux États-Unis. Elle nous dit que ça va beaucoup plus vite aux États-Unis qu'en Europe. On a des sujets on est plus lent, même pour s'installer, pour développer, pour agrandir une usine ou même pour en ouvrir une nouvelle. Les États-Unis font beaucoup d'efforts de façon à faciliter un maximum l'implantation des usines sur leur sol. Et du côté chinois, on a une stratégie qui est plus ancienne, mais qui s'est intensifiée au moment du Covid, et j'y reviendrai parce qu'ils ont eu une crise immobilière qui les force à tout miser sur l'industrie. En Chine, il y a vraiment une volonté de subventionner massivement l'industrie, d'opérer une guerre des prix, donc de baisser le plus possible les prix de manière à gagner des parts de marché, notamment à l'export, et une montée en gamme qui est absolument terrifiante. Quand vous lisez les journaux français, mais également internationaux, moi j'ai été extraordinairement surpris. Début janvier, on racontait encore que notamment tout le private equity en Chine, où tous les fonds d'investissement étaient complètement à la ramasse, étaient rincés, n'avaient plus d'argent. Et là, ils nous sortent DeepSeek et on se rend compte que, ah non, mais pas du tout, ils ont des fonds qui sont actifs, qui fonctionnent bien. Donc il y a vraiment une mauvaise perception de la manière dont fonctionne l'économie chinoise, et notamment sa capacité à innover. Et elle est beaucoup plus dynamique qu'on ne peut le penser. Et c'est un peu effrayant parce que c'est à la fois un régime qu'on peut qualifier d'autoritaire et en même temps qui arrive à être innovant. Et ça, dans l'histoire, c'est pas souvent arrivé. La plupart des régimes innovants sont des régimes plutôt démocratiques, libérales, des économies de marché. C'est pas le cas de la Chine et pourtant elle parvient quand même à être à la frontière technologique. Donc ça forcément, ça interroge. Ouais. Pardon, est-ce qu'on peut juste expliquer la souveraineté ? Alors le mot souveraineté, il est quand même très compliqué à qualifier. L'idée de souveraineté, c'est de se dire, par exemple, vous savez qu'on a en Europe la première industrie militaire du continent. On a envie de se dire qu'on est en capacité, par exemple, de fabriquer une grande part de notre matériel de défense. Donc ça, par exemple, quand on parle de souveraineté, c'est la capacité à se défendre. Et on voit bien pourquoi. On a une Russie qui quand même menace les frontières européennes. On aimerait être capable de produire, notamment, alors là c'est plutôt des armes traditionnelles, mais livrer des obus à l'Ukraine, ça devrait être possible sans dépendre d'intrants extérieurs. Ce que l'on voit, c'est qu'en réalité, on est très dépendant de tout un tas d'intrants qu'on importe, notamment en provenance d'Asie. Donc la réalité, c'est que le mot souveraineté, ce qui signifie, c'est si on rentre en conflit plus ou moins frontal avec d'autres pays, quelle est notre vulnérabilité à l'égard de ces pays-là, et s'ils décidaient de ne plus nous exporter un grand nombre de matériaux critiques, à quel point est-ce que notre industrie serait à genoux. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que l'Europe est à la fois a été très puissante et l'est toujours industriellement, mais en même temps, comme elle a très peu de ressources, notamment de matières premières, on le voit à la fois sur les énergies fossiles, mais également sur les énergies de demain. Quand vous pensez aux minerais ou autres, on n'en extrait pas sur le continent et on n'en raffine pas sur le continent. Donc ça veut dire que si vous voulez fabriquer des batteries électriques pour des voitures électriques, vous devez tout importer de pays, et notamment la Chine, parce que c'est elle qui possède les plus grosses capacités de raffinage. Donc il y a un vrai sujet de souveraineté, c'est-à-dire de dire on dépend le moins possible, ou en tout cas sur les secteurs les plus stratégiques des pays étrangers, notamment des pays qui sont a priori pas des alliés, en tout cas vis-à-vis desquels on a plus de défiance que d'autres. Donc pour vous reparler très rapidement et vous chiffrer un peu de qu'est-ce que ça signifie vraiment le tournant qu'ont pris les États-Unis depuis la crise Covid, et qu'est-ce que signifie la politique industrielle chinoise. Juste un graphique pour vous, parce que la courbe, je la trouve absolument effrayante. Ici, ce sont les investissements en construction réalisés par le secteur manufacturier américain. Grosso modo, c'est les dépenses que les Américains font pour construire des usines. D'accord ? Ça a explosé au moment du Covid. Donc ça, vraiment, l'IRA, le CHIPS Act, toutes ces mesures qui ont été mises en place ont permis de déverser des investissements colossaux, et on le voit bien, ils sont en train d'attirer vraiment même des usines de pointe. On pense à TSMC par exemple, qui fabrique des semi-conducteurs, le taïwanais, qui est de plus en plus menacé par la Chine d'ailleurs. Et il y a 2 usines qui sont en installation actuellement aux États-Unis. Donc il y a vraiment un processus. Alors ça coûte cher parce que les États-Unis, les salaires sont élevés, la main-d'œuvre n'est pas bon marché, et même les coûts d'investissement sont très élevés. Mais les Américains, comme ils ont les moyens de le faire, et j'y reviendrai notamment via la tech qui génère beaucoup de revenus, ont décidé de mettre le paquet sur l'industrie. D'accord ?
Et quand on regarde ce qui se passe en Chine, alors là c'est un processus beaucoup plus de fond. D'accord, la Chine c'est un pays qui a basé sa stratégie de développement sur l'industrie depuis maintenant plusieurs décennies, et c'est plus vrai que jamais. C'est-à-dire que la croissance chinoise dépend plus que jamais de l'industrie aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler d'un plan qui a vraiment été un espèce de tournant majeur dans la politique industrielle chinoise. C'est le plan Made in China 2025 qui a été annoncé en 2015, donc 10 ans auparavant. Personne ne l'a regardé ce plan au moment où il a été publié. C'est-à-dire qu'en 2015, grosso modo, vous retrouvez très peu de traces dans les journaux de ce plan-là. Pourtant, il était très clair. En 2015, la Chine a sélectionné un certain nombre de secteurs, environ 10 à 15 que je vous ai listés ici, sur lesquels ils ont dit on doit être les leaders de demain sur tous ces secteurs-là et on va faire le maximum pour atteindre un rôle de position dominante sur les secteurs. Quand vous regardez le positionnement qu'ils avaient en 2015, sur la plupart des secteurs, alors il y avait déjà sur les véhicules autonomes où ils étaient leaders, mais sur la plupart des autres secteurs, ils étaient simplement compétitifs ou peu compétitifs. D'accord ? Donc ils partaient de loin. Quand vous regardez aujourd'hui où ils sont, sur les secteurs en 2024, donc il leur reste un an pour faire le bilan de ce plan, ils ont quasiment atteint tous leurs objectifs. C'est-à-dire sur la plupart des secteurs, vous pensez véhicules autonomes, mais également véhicules à batterie, intelligence artificielle, sur le naval, sur le TGV, même sur les équipements militaires désormais, l'industrie chinoise est montée en gamme à un rythme assez effrayant. Et d'ailleurs concurrence l'industrie européenne sur des secteurs sur lesquels on ne l'attendait pas. Enfin, ce qui s'est passé sur l'industrie automobile, ça avait été quand même très mal anticipé. On ne pensait pas du tout que la vague pouvait être si haute et si rapide, en quelque sorte. Donc il y a vraiment un vrai sujet. Et même sur toute la robotique, j'y reviendrai, mais la Chine est désormais très en pointe sur la robotique, alors qu'habituellement, c'était plutôt l'industrie européenne qui fournissait quand même tous les biens à haute valeur ajoutée. On était spécialisé sur vraiment le haut de gamme en Europe, les Allemands, mais également les Français. Et c'est des secteurs sur lesquels désormais la Chine devient un concurrent d'ordre 1. Donc ça, c'est un vrai problème. Quand je vous parle de pourquoi est-ce que l'industrie en Chine est aussi importante et pourquoi est-ce qu'il y a un espèce de va-tout sur l'industrie, regardez la décomposition de l'investissement depuis la crise Covid. Ils connaissent une crise immobilière vraiment majeure, donc l'investissement immobilier s'est effondré dans le tournant de l'été 2021. Et donc pour compenser, la seule manière de continuer d'investir beaucoup pour tirer la croissance, c'est de mettre le paquet sur l'industrie, c'est la courbe orange. Donc vous avez des investissements à l'heure où on se parle en Chine qui sont supérieurs de 40% dans l'industrie à ce qu'ils étaient fin 2019. 40%, d'accord ? Donc c'est des gros montants dont on parle. Et comment la Chine fait pour continuer d'avoir une industrie toujours aussi dynamique alors qu'elle est en déclin démographique bien plus prononcé que le nôtre ? Elle a trouvé une solution qui s'appelle les robots. D'accord ? Quand vous regardez ces trois courbes, l'emploi dans l'industrie manufacturière en Chine, qui est la courbe grise, il n'a pas progressé depuis 2019. Vous avez toujours autant de personnes qui travaillent dans l'industrie en Chine, alors que la production, elle a fait x3. Comment la production a fait x3 ? Parce qu'ils ont installé des robots et ils ont automatisé un maximum de lignes de production. Partout où ils pouvaient robotiser, où ils pouvaient mettre des robots qui permettent d'augmenter la productivité, ils l'ont fait. Et donc il y a vraiment, c'est ce qui nous manque aussi probablement en France, on a une insuffisante robotisation de notre industrie. Et ça, c'est vraiment un enjeu d'ordre 1, surtout que nous aussi, on est en train de passer en déclin démographique, alors beaucoup moins prononcé qu'en Chine, mais il y a de la rareté de main-d'œuvre. Et donc la robotisation, de ce point de vue-là, est une très bonne alternative pour être capable de faire des gains de productivité, d'être compétitif et d'augmenter la production sans faire appel à davantage de besoins en main-d'œuvre. Complètement, oui. C'est un plus, ça vous permet vous d'évoluer vers de nouveaux métiers qui peut-être vous intéresseront plus. Donc c'est vraiment vous êtes à un tournant, donc d'autant plus ce que je disais tout à l'heure, vous soyez attentif à vos choix. Il faut écouter ce qui se passe. Donc ce que vous raconte Anthony, c'est très important pour vous. C'est que vous puissiez comprendre le contexte international qui a une influence sur le contexte chez nous, en France. Et ce que dit Stéphanie est très important, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a moins robotisé en France qu'ailleurs ? Probablement parce qu'il y a une fausse croyance dans le débat public qui est que les robots tuent de l'emploi. Ça, c'est faux. Ça les modifie, ça les transforme, mais on a un paquet d'études maintenant, même sur la France, qui ont été réalisées par vraiment des chercheurs de très bon niveau. Je pense à Philippe Aguillon et ses co-auteurs, qui montrent, et on en parle dans le baromètre effectivement, qui montrent que en fait, quand vous détruisez un emploi dans l'industrie parce qu'il est robotisé, vous en créez en moyenne 2 dans le bassin d'emploi autour parce qu'il vous faut des techniciens, parce qu'en plus vous générez du revenu, donc ça vous permet d'embaucher davantage, d'accroître la production. Donc il y a vraiment des effets d'entraînement positifs entre robotisation et emploi dans l'industrie. Et pour vous en convaincre, regardez toutes les industries dans le monde qui sont les plus robotisées, donc par pays, la Corée, la Chine, beaucoup de pays asiatiques, même l'Allemagne,
c'est les pays qui ont le plus d'industrie en proportion de leur PIB. Donc en fait, c'est très corrélé. Le taux de robotisation et la part d'industrie dans le PIB, c'est vraiment extrêmement corrélé. Donc il n'y a pas du tout de... Il ne faut pas le voir comme une adversité, la robotisation, mais c'est vraiment au contraire très, très complémentaire. Et donc la conclusion de ce que je vous disais malheureusement sur le fait que l'Europe est un peu prise en étau entre une stratégie très, très agressive aux États-Unis et une menace chinoise grandissante, c'est que quand on regarde le comportement de nos exportations, on a des États-Unis, vous voyez, qui sont entre les deux, c'est-à-dire où les exportations américaines augmentent au même rythme que le commerce mondial. C'est-à-dire que les Américains font ni mieux ni moins bien que la vitesse de croissance du commerce mondial. Vous avez une Chine qui surperforme complètement, qui va chercher sa croissance à l'export. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet, parce qu'on en parle dans beaucoup d'industries où les produits chinois viennent concurrencer notre propre production. Et vous avez la zone euro où les exports sont en contraction par rapport à ce qu'on exportait en volume en fin 2019. D'accord, on est à moins 5% par rapport à ce qu'on faisait en 2019 en volume. Donc il y a un vrai sujet, c'est qu'on a un problème de compétitivité désormais en Europe. C'est vrai de la France, mais désormais ça s'étend à beaucoup d'autres pays, notamment l'Allemagne, qui souffre beaucoup. Donc on a vraiment ce problème-là. Et il est lié, c'est le dernier graphique sur cette première partie, il est lié à un phénomène qui est le problème de notre compétitivité prix. Les produits que l'on vend sont devenus trop chers, ou en tout cas la Chine est trop bon marché par rapport à ce que nous on est en capacité de fabriquer. Regardez ici, je vous ai mis l'évolution des prix des exportations. Donc vous mesurez les prix que chaque pays exporte dans le reste du monde. En zone euro par rapport à 2019, ils ont augmenté de 30%. D'accord, la Chine c'est quasiment zéro. Donc ça veut dire qu'on a pris 30 points de perte de compétitivité prix dans la vue en l'espace de 5 ans. Les États-Unis c'est un peu moins. Donc ça c'est très difficilement corrigeable, je veux dire à court terme. Quand vous avez des prix de produits chinois qui arrivent et où l'écart s'est autant creusé en 5 ans, forcément ça fait beaucoup de dégâts. Donc ça pèse sur notre capacité à exporter dans le reste du monde parce qu'on est devenu trop cher. Et j'y reviendrai, il y a des sujets liés au coût de l'énergie, évidemment le coût du travail, il y a la fiscalité de manière générale. Je vais en reparler lorsque je me ferai un focus sur l'industrie française, mais il faut vraiment qu'on essaye de jouer sur l'ensemble de ces leviers. Et ça doit être le combat de tous les citoyens, d'arriver à dire qu'on est tous pour la réindustrialisation, mais il y a en permanence des injonctions contradictoires, c'est-à-dire tout le monde est pour, mais à côté on fait passer des mesures qui viennent tuer la compétitivité de l'industrie. Ça, on ne peut pas faire ça, d'accord ? On ne peut pas à la fois dire on a un sujet un coût du travail trop élevé dans l'industrie française et demander des augmentations de salaire généralisées qui après viennent tuer la compétitivité de l'industrie. Donc je pense qu'il faut être rationnel sur les demandes que l'on a, et la compétitivité c'est le cœur de l'industrie. Il ne faut pas oublier que votre coiffeur il n'est pas soumis à la concurrence internationale. A priori vous allez toujours aller à côté de chez vous pour faire couper les cheveux. Le problème de l'industrie c'est qu'elle est soumise à l'ensemble du reste du monde. D'accord, on n'est pas un pays avec des frontières fermées, on échange avec le reste du monde et donc nos prix sont très importants pour continuer à exister dans le paysage mondial. Et le dernier point que je vous mentionne, j'avais oublié cette slide, c'est de vous dire que la Chine a une stratégie qui serait intenable en Europe et qui montre bien un petit peu ce qu'on appelle aussi le dumping chinois. C'est regarder la part des entreprises industrielles qui sont déficitaires en Chine. C'est 30% de l'ensemble du tissu. D'accord ? Donc une entreprise sur 3 en Chine fait des pertes. Et ça, c'est un truc qui serait insoutenable en Europe. D'accord ? En Europe, une boîte tourne parce qu'elle est capable de générer un EBE positif, donc des marges positives. La Chine subventionne massivement ces boîtes. Pensez à la sidérurgie, par exemple. La sidérurgie, le taux de marge, à l'heure où on se parle, c'est 0% dans l'ensemble du secteur. Donc ça veut dire que, grosso modo, il y a la moitié des boîtes qui sont en déficit et l'autre légèrement positif. Mais ils ne font pas d'argent. Enfin, dans beaucoup de secteurs en Chine, les entreprises ne parviennent pas à gagner d'argent. Mais elles sont subventionnées par le gouvernement et par les collectivités locales de manière à continuer d'aller gagner des parts de marché à l'export. C'est une stratégie extraordinairement agressive. Et la question se pose de est-ce qu'à un moment donné, l'Europe et la France, mais ça se joue au niveau européen, ne doit pas se protéger parce que là, ça c'est du dumping avéré. D'accord. Prenez vraiment le cas de l'acier est très clair. Hein. ArcelorMittal, quand ils fabriquent de l'acier en France, eh ben, leur prix de revient est plus cher que si simplement ils importaient de l'acier chinois. Donc c'est même pas une question de marge, c'est simplement déjà le prix de revient de la fabrication de l'acier est supérieur au prix auquel les Chinois arrivent à l'exporter sur le territoire français. Donc il y a un vrai sujet de cet ordre-là de s'interroger sur le cas chinois. Et j'y reviendrai dans les solutions. Je vous parle quand même rapidement du décrochage européen parce que ça a fait un peu la une à la fois des médias français mais aussi des médias internationaux. Il y avait cette fameuse une de The Economist qui a été quand même assez marquante, qui s'interrogeait sur est-ce que l'Europe elle n'est pas en train de décrocher pour de bon ? Je ne pense pas, d'accord, on est éternel optimiste ici. Mais par contre, pour être optimiste, il faut mettre en place les solutions
qui sont soit recommandés par les rapports qui sont produits et qui sont de bonne qualité, mais en tout cas ne pas fermer les yeux sur ce qui a causé notre décrochage. On ne peut pas à la fois dire attention on décroche et continuer d'avoir les mêmes politiques qui tuent notre compétitivité et qui font en sorte que effectivement par rapport aux États-Unis on a une trajectoire bien plus dégradée. Juste pour vous présenter, il y a eu 2 grands moments du décrochage européen vis-à-vis des États-Unis. Il y a une crise qui est très spécifique à la zone euro, c'est la crise des dettes souveraines, donc 2011-2012. Vous vous rappelez au moment où la Grèce a failli sortir de la zone euro, où l'Italie était attaquée sur sa dette. Ça, c'était une crise vraiment spécifique à la zone euro qui n'a pas du tout touché les États-Unis. Donc là, vous avez un phénomène on a perdu significativement en PIB par tête, alors que les États-Unis ont continué d'avoir une croissance relativement lente. Et sauf que là, on connaît un deuxième décrochage, c'est au moment du Covid. D'accord ? Vous avez des États-Unis qui ont retrouvé un rythme d'activité proche de leur tendance pré-Covid. Là où les Européens, ce n'est pas du tout le cas, notamment la zone euro et les pays cœurs de la zone euro. On parle de l'Allemagne, de la France, de l'Italie ou de l'Espagne. L'Espagne est un cas un peu à part, parce que ça se comporte un peu mieux en Espagne. Mais dans les plus gros pays cœurs et industriels de la zone euro, il y a des vraies craintes sur les rythmes d'activité. Donc on voit bien qu'on est en train significativement de décrocher par rapport aux États-Unis. Il faut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est là et qu'est-ce qui fait, en tout cas, quel remède d'ailleurs on peut apporter. Le constat le plus frappant, c'est le décrochage de la productivité. D'accord ? On a un sujet de productivité. Quand vous regardez la productivité américaine, elle a très fortement augmenté par rapport à 2019, là où nous, on est à plus 0, on est toujours au même niveau de productivité qu'en 2019. Ça s'explique non pas par des effets sectoriels, c'est pas que les Américains dans l'industrie sont plus productifs que les Français dans l'industrie, ça vient d'effets, on appelle ça des effets de composition, c'est qu'ils ont des secteurs qui tirent énormément la productivité. Et le secteur qui tire le plus la productivité aux États-Unis, c'est la tech. D'accord ? Et la tech aux États-Unis, elle a à la fois une croissance plus rapide que ce qu'on a en Europe, et le secteur de base est beaucoup plus gros que ce qu'il est en Europe. Donc vous avez à la fois un effet taille et puis un effet vitesse de croissance. Et donc ça, forcément, ça emporte beaucoup de la productivité avec elle, et donc ça dope au global la productivité américaine. Et je tiens à le mentionner, c'est très important parce que quand vous générez autant de revenus que les Américains le font avec la tech, ça vous permet derrière de mettre beaucoup d'argent dans l'industrie. Les Américains savent très bien que leur industrie elle va être difficilement compétitive par rapport aux produits chinois. Ils le savent pertinemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont probablement, Donald Trump, mettre des droits de douane. Ils ne sont pas idiots là-dessus. Mais en revanche, ils ont les revenus. Ils sont en capacité financière de doper leur industrie, en tout cas d'investir massivement dedans parce qu'ils génèrent beaucoup de revenus ailleurs. Ce que nous, on n'a pas. Vous voyez, les conditions budgétaires dans lesquelles on est, on a beaucoup de difficultés à aller trouver du financement pour en mettre davantage sur l'industrie à l'heure où on se parle. Ça, les Américains ont cette manne financière. Donc c'est très important de réfléchir, et j'y reviendrai, à la question du financement de l'industrie française. Ça doit probablement de moins en moins passer par l'État parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, mais mobiliser l'épargne privée. D'accord ? L'épargne privée ne s'investit pas au bon endroit en France et en Europe de manière générale, et on doit faire beaucoup pour soutenir l'industrie via l'épargne des ménages. L'autre point qui ressort des travaux qu'on peut avoir des différents économistes, il y a un vrai sujet, et là ça peut faire un peu mal de l'entendre, mais on a un sujet de temps de travail. D'accord ? Quand vous regardez l'évolution, donc quand on essaie d'expliquer le décrochage américain par rapport à celui de la zone euro, on peut trouver différents facteurs, mais un des points qui est marquant quand même, c'est à quel point le temps de travail a baissé en Europe par rapport aux États-Unis. Okay ? Et c'est pas qu'un phénomène français, hein. En Allemagne c'est le cas aussi, mais on a un vrai sujet de temps de travail. Et tant qu'on ne remet pas ça sur la table non plus, on ne peut pas faire à la fois passer à la semaine de 4 jours et demander à l'industrie d'être évidemment payée comme si on en travaillait 5 et demander à l'industrie d'être très compétitive. Il y a un moment donné où l'équation ne boucle pas. D'accord ? Donc il faut être quand même conscient des revendications que l'on fait d'un côté sociétal et qui peuvent être légitimes, mais les impacts que ça a en termes après de compétitivité des boîtes. D'accord ? Et ça, je crois que ce n'est pas mesuré. C'est-à-dire qu'on fait comme si toutes les propositions qui étaient portées dans le débat public n'avaient pas d'incidence derrière sur la compétitivité des entreprises. Ça, c'est faux. Il faut toujours se dire qu'on ne légifère pas à coût marginal nul, quoi. Okay ? Ça a toujours une incidence potentiellement très élevée. Et pour parler de l'Europe, pourquoi est-ce que... Alors, on voit bien qu'on a un sujet et qu'il faudrait quand même avoir une politique européenne beaucoup plus ambitieuse, en tout cas se dire... il y a un sujet d'ordre 1 pour arriver à relancer l'industrie européenne. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre ? Parce que c'est un peu ça le sujet, c'est qu'on fait tous le même constat. Et même les élites européennes font bien le constat que l'Europe est en train de décrocher par rapport aux autres grandes zones, parce que les pays entre eux ne sont pas d'accord. Okay ? Ayez en tête que quand on a fait l'euro, donc quand on est tous rentrés dans l'euro au début des années 2000, la France et l'Allemagne, c'était franchement le même pays. On avait la même dette publique,
On était tous les deux en léger excédent commercial. On avait la même position extérieure nette. Enfin bref, quand vous regardiez tous les équilibres macroéconomiques, l'Allemagne et la France, c'était deux pays très similaires. Vous faites le bilan 25 ans après 25 ans d'euro. On a une dette publique en France qui a explosé, là où en Allemagne, elle est restée au même niveau. D'accord ? Donc là, vous voyez le graphique, c'est juste éloquent de voir à quel point on a divergé. La balance commerciale, on a une Allemagne qui est très excédentaire désormais, une France qui est très déficitaire. Donc on a des intérêts aujourd'hui qui sont profondément divergents. Quand par exemple vous interrogez l'Allemagne sur est-ce que vous êtes favorable à des droits de douane, l'Allemagne vous dit mais pas du tout. Moi j'ai un excédent commercial, je veux absolument protéger mes relations commerciales, même avec la Chine d'ailleurs. Pour elle c'est très important, précisément parce qu'elle a beaucoup investi dans ces pays-là, c'est des partenaires très importants. L'Allemagne craint Trump parce qu'elle génère 100 milliards d'excédents sur les États-Unis, l'Allemagne. En France c'est zéro. Donc on est évidemment beaucoup moins, on aurait beaucoup moins de peine à jouer un jeu de droits de douane, précisément parce que notre industrie étant déficitaire, enfin notre balance commerciale étant déficitaire, on a moins à craindre, si vous voulez, d'une guerre commerciale vis-à-vis des États-Unis ou vis-à-vis de la Chine. Les autres pays très excédentaires de la zone, eux, sont très frileux. Donc c'est pour ça que quand vous regardez par exemple le vote qui a eu lieu sur l'importation de véhicules électriques en provenance de Chine, on a érigé des droits de douane qui sont différenciés selon les marques. La France a porté le projet, évidemment, a voté pour. Ça a été adopté. Les Allemands ont voté contre. D'accord ? Quand vous avez un dissensus entre France et Allemagne aussi intense au sein de la zone euro, c'est super compliqué d'avoir une politique commune européenne. D'accord ? Donc il faut continuer le combat européen, il est nécessaire. On n'y arrivera pas sans l'Europe, il faut être très clair là-dessus. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur la difficulté qu'on va avoir à créer un consensus parce que les intérêts sont devenus très divergents. D'accord ? Quand moi je pense intérêt français, je n'ai pas du tout les mêmes revendications que si je pense intérêt allemand. Okay. Donc ça c'est très important. Et donc ça va nous inciter derrière, et ça sera un peu mon point de conclusion à la fin, à mener une politique industrielle française en réalité. On a des ressorts au niveau national pour faire beaucoup de choses. Et je crois qu'on investit beaucoup trop l'échelon européen. C'est très bien de le faire, mais il ne faut absolument pas oublier l'échelon national. Il y a beaucoup à faire au niveau national, ça ne dépend pas de l'Europe. Je prends un point tout bête, notre système éducatif qui est franchement pas bon. Pour être très honnête avec vous, on pourrait être bien meilleur, former bien mieux les jeunes, et vous en êtes à tous les niveaux, que ce soit sur les métiers techniques, sur les métiers hautement qualifiés, on pourrait avoir un système éducatif bien plus performant. C'est pas l'Europe qui va nous donner un système éducatif de qualité, c'est la France, d'accord ? Donc là, il faut être très clair sur ce qu'on peut attendre aussi des différents combats, et moi j'ai beaucoup d'espoir sur le fait qu'on puisse mener des combats au niveau national, et ça se gagne plus facilement. Et donc je vais bifurquer sur la France en vous montrant ce dernier graphique. Quand on essaie de regarder l'industrie française, et donc la balance commerciale, quels sont nos deux principaux problèmes ? On a deux problèmes dans la vie, on a la Chine et le reste de l'Europe. En fait, on a un déficit vis-à-vis des autres partenaires européens. Ça, il faut l'avoir en tête. Pourquoi l'Allemagne adore l'euro ? Parce qu'elle génère un excédent sur la plupart des pays européens. D'accord ? Nous, c'est l'inverse. On est en déficit vis-à-vis de tous les grands pays européens qui nous entourent. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Il n'y a que la Suisse où on est en excédent. Ça, c'est chouette. Mais honnêtement, on a un vrai sujet on a un problème de compétitivité au sein même de la zone euro. Donc c'est pas que de la faute de l'Europe, d'accord ? Parce que ça peut être le discours facile de dire mais c'est la faute de l'Europe. Mais non, la France elle-même a tendance à décrocher en termes de compétitivité au sein de la zone. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts qui nous concernent uniquement nous-mêmes et on doit vraiment travailler sur notre compétitivité intra-européenne. C'est la moitié de notre déficit commercial. Il faut juste avoir en tête que même si on ne s'occupe pas du problème chinois, on peut régler la moitié du problème si déjà on se réaligne sur les standards européens. Se réaligner sur les standards européens, je parle en termes de coût du travail, de fiscalité, de temps de travail, etc. Donc il y a vraiment juste des choses très simples à faire en termes de réalignement pour gommer la moitié du problème. Donc il y a vraiment des pistes qui existent très claires. Et donc j'en viens justement à ma question de quel avenir pour l'industrie française. Vous aurez compris que je suis un éternel optimiste et justement l'objectif c'est de trouver des pistes pour que ça fonctionne. J'aimerais quand même dresser un constat positif de ce qui s'est passé depuis le tournant de l'offre. Le tournant de l'offre, il démarre sous le quinquennat Hollande et il est poursuivi par Macron, donc c'est 2016-2017. C'est le moment où on met en place le CICE, qui au passage a eu des effets limités, mais c'est quand même un premier signal fort. Depuis, on a quand même eu des créations d'emplois dans l'industrie assez forts. On n'en avait pas connu de ce rythme-là depuis près de 40 ans. On a eu des ouvertures d'usines, d'accord ? Quand vous regardez 2022-2023, on est en création nette d'usines en France, donc on a un solde positif. Au premier semestre 2024, on est toujours en léger positif, mais ça se durcit. Et il est probable que la fin d'année 2024, on soit plutôt à l'équilibre, voire légèrement négatif. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un mouvement de réindustrialisation qui s'essouffle. Il n'est pas mort, ce mouvement-là, loin de là, mais il est en phase de net ralentissement.
Et les mesures à prendre, elles sont maintenant pour éviter d'être dans le dur vraiment dans les prochaines années. D'accord ? Donc ça, c'est maintenant que ça joue, quoi, en quelque sorte. On a fait déjà une bonne partie du boulot en menant une politique de l'offre. Moi, je suis extraordinairement même énervé très profondément quand j'entends que la politique de l'offre n'a eu aucun effet. Quand vous regardez la trajectoire d'investissement des boîtes en France, l'emploi, il y a tout un tas de métriques qui nous montrent bien quand même que depuis 2016-2017, il y a eu une vraie amélioration du tissu industriel français qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays européens. Donc c'est bien une spécificité française qui montre que c'est la politique plutôt nationale qui a permis ce phénomène-là. Donc quand on nous dit la politique de l'offre, ça n'a pas marché, à la poubelle, je pense que là, il y a vraiment un combat des idées à aller mener. Il est important de soutenir l'industrie, d'avoir une politique industrielle très forte. Bon, qu'est-ce qui fait quand même qu'en ce moment, c'est difficile ? Ça ne vous aura pas échappé, on est dans un contexte d'incertitude politique et budgétaire très important. Et ça, les entreprises, elles détestent. D'accord ? Ne pas avoir de visibilité sur ce qui se passe à un horizon de 1-2 ans, pour une boîte qui investit, c'est quand même très compliqué. Et donc, quand on interroge les entreprises, donc plus de 3000 PME et TPE avec BPI France, on se rend compte que beaucoup de chefs d'entreprise ont soit gelé, soit annulé leurs projets d'investissement. Et pareil pour les projets d'embauche. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'actuellement on voit, et on aura les résultats de la comptabilité nationale demain matin pour le 4e trimestre, donc on connaîtra enfin la croissance française pour 2024. On aura probablement un recul de l'investissement des entreprises qui sera manifesté et des créations d'emplois qui se stabilisent. On ne détruit pas encore de l'emploi en France, et bien heureusement, mais on n'a plus de création nette, alors que c'était un mouvement qui était quand même bien enclenché sur le post-Covid. Donc l'incertitude pèse beaucoup et ça contribue justement au phénomène d'enlisement du mouvement de réindustrialisation que pourtant on avait commencé et entamé jusqu'alors. Un petit graphique rapidement pour vous montrer à la fois que quand on les interroge sur leurs prévisions de dépenses d'investissement, les chefs d'entreprise sont de plus en plus prudents. Et ça, c'est en lien avec leur situation de trésorerie. Il faut quand même avoir en tête, je sais que sur les médias, parfois, on adore dire que les taux de marge des entreprises sont hallucinants et sont incroyables. La vérité, quand vous regardez dans l'industrie, la situation est quand même très difficile, les trésoreries sont tendues. Il y a des boîtes effectivement qui marchent et tant mieux pour elles, mais on est loin, c'est pas la panacée, quoi, okay, parce qu'il y a toujours cette image, on a le sentiment que les boîtes industrielles se gavent. La réalité, c'est qu'on a même des taux de marge en moyenne en France qui sont inférieurs à ce qui est pratiqué en Allemagne ou ailleurs. Donc mécaniquement, quand il y a moins de marge du côté des entreprises, moins de capacité à investir, et ça se ressent immédiatement dans les dépenses d'investissement. Donc voilà, cette situation de dégradation bilancielle des entreprises, on l'observe depuis début 2024, et donc il faut absolument espérer qu'on ait un budget au plus vite, qu'on ait moins d'incertitude politique, ça c'est une évidence. L'incertitude va continuer de peser sur l'activité, mais déjà avoir un budget qui évite les hausses d'impôts, en tout cas qui nous laisse tranquille sur la fiscalité et qui s'attaque un peu à la dépense, je pense que là ça sera un vrai point positif, à la fois pour les entreprises et pour tous ceux qui investissent. Un mot sur l'emploi, quand je vous parlais de hausse de l'emploi industriel, regardez le mouvement qu'on a connu. Alors il y a eu la crise Covid qui a coupé un peu court dans l'élan évidemment qu'on avait, mais on l'a repris cet élan post-Covid. On a créé quand même énormément d'emplois dans l'industrie, comme je le disais, depuis le tournant 2016-2017, où là on ne faisait que de détruire de l'emploi industriel. Donc il y a vraiment eu en France un mouvement très clair, où on a d'une part stoppé les destructions d'emplois, mais même on a recréé de l'emploi. D'accord ? Le problème, c'est cette petite inflexion qu'on voit sur le dernier trimestre, au T3 2024, comme je vous le disais, hein, c'est le phénomène d'incertitude finit par peser sur le moral des entreprises et donc de plus en plus décident d'ajuster leur effectif. D'accord ? Quand ma prévision d'activité elle est moindre, je finis par ne plus faire de la rétention de main-d'œuvre, mais licencier un peu d'effectifs, précisément parce que je m'attends à avoir moins d'activité. Puis quand j'ai une trésorerie qui est tendue, je n'ai pas la capacité à dépenser autant en masse salariale, donc ça impacte de manière nécessaire l'emploi industriel. Mais quand même, le mouvement, vous voyez, cette petite inflexion ne doit surtout pas éluder ce vrai mouvement de réindustrialisation qu'on a connu, et on doit faire en sorte de ne pas replonger, quoi. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, il est là. Vous voyez, on est un peu en haut de la falaise. Il faut faire en sorte au mieux d'être sur un plat, voire de retrouver de l'allant, mais éviter à tout prix qu'on retombe dans une phase de destruction à nouveau d'emplois industriels en France. Et donc si j'en passe aux 7 principaux facteurs, et j'en détaillerai certains qui brident le développement de l'industrie française. En gros, quels sont les 7 leviers sur lesquels il faudrait jouer pour clairement être compétitif et stimuler la production ? C'est absolument réduire les prix de l'énergie. Ils sont prohibitifs, je vais y revenir. Arrêter l'espèce de surréglementation et d'excès de normes qu'on a dans tous les secteurs, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Normaliser la fiscalité et le coût du travail.
on est un outlier en Europe, il faut se le dire. On a un coût du travail qui est anormalement élevé, une fiscalité anormalement élevée. Absolument mettre le paquet sur les compétences, la formation, le recrutement. Je veux dire, une industrie compétitive, c'est vraiment des gens bien formés, quoi. C'est des gens qui maîtrisent à la fois les systèmes de robotisation les plus avancés, c'est l'IA. Vous en avez parlé juste avant lors de la conférence précédente. Donc c'est hyper important d'être formé correctement et tout au long de la vie. Et le savoir-faire, voilà. C'est l'ensemble du capital humain, en fait. Penser capital humain. C'est à la fois les hard skills, mais aussi les soft skills. Savoir se comporter en entreprise, savoir évoluer, savoir vraiment se comporter est une des clés pour stimuler le capital humain. Il y a un sujet de foncier, d'accord, sur lequel je vais revenir rapidement, et un sujet de financement. Je touche un mot rapidement de l'excès de normes et de réglementation, parce que j'y reviendrai pas après. Le problème de tout le monde se plaint du fait qu'il y ait trop de normes et trop de réglementation, mais vous avez aussi des entreprises qui en demandent pour protéger leur marché. Donc en fait, il y a un peu une schizophrénie là-dessus, c'est que certaines boîtes, mais c'est légitime, hein, si je suis une entreprise, j'ai tout intérêt à demander des normes supplémentaires pour éviter que des concurrents viennent s'attaquer à mon marché. Et puis vous avez tout un tas d'entreprises qui vivent de la norme, d'accord, et ils font très bien leur travail, hein, je les pointe pas du doigt, mais les cabinets de conseil, par exemple, vivent de la norme. C'est parce qu'il y a de la norme qu'ils ont des études, et ainsi de suite. Donc quand on dit il faut absolument essayer de limiter l'inflation réglementaire, il faut avoir en tête que derrière, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont réticents à la limiter. Mais pourtant, elle pèse énormément, cet excès de normes. Sur le foncier, c'est un peu pareil. On a mis en place la ZAN, donc le fait d'arrêter d'artificialiser des sols en plus, ou en tout cas quand on construit une usine, il faut verdir par ailleurs. Je veux dire, c'est très bien sur le principe, le fait de ne plus avoir d'artificialisation nette des sols, mais c'est complètement suicidaire d'un point de vue industriel. Enfin, quand vous avez une entreprise étrangère qui veut venir s'implanter sur votre sol et que vous lui dites non mais pas à cet endroit-là, ah mais la friche il faut la préparer, ah mais c'est cher, c'est pas possible, l'entreprise elle finit ailleurs, elle choisit un autre pays. Donc il faut pas non plus on peut être les mieux disants d'un point de vue climatique, mais il faut faire très attention aux répercussions que ça a. D'accord ? Si à la fin, c'est juste que l'entreprise ne vient pas s'installer chez vous, vous avez un peu tout perdu, quoi. Okay ? Donc je crois qu'il y a un point essentiel, un point de vigilance en tout cas à avoir. Et sur le financement, on pourra avoir une discussion après au moment des questions. Sur le financement, il y a un vrai problème on n'arrive pas du tout à mettre au bon endroit l'épargne des ménages. Si je vous demande à vous, par exemple, qui ici a de l'épargne qui finance l'industrie, donc essentiellement en coté ou non coté, je pense que pas beaucoup d'entre vous vont lever la main, d'accord ? Parce qu'il y a un vrai problème. La plupart de l'épargne est sécurisée ou est mise sur assurance vie pour financer de la dette française, mais on ne finance pas assez l'économie réelle en France, quoi. Donc il y a un vrai sujet de cet ordre-là, de prise de risque, de réapprendre à financer le risque, parce que l'industrie, c'est des paris sur l'avenir. Okay. Donc je reviens sur quelques points qui me semblent essentiels, et ensuite je pourrais prendre toutes vos questions et je serais ravi d'y répondre. Le sujet prix de l'énergie. On a connu une crise énergétique en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, d'accord ? Parce qu'on a décidé de se couper du gaz russe. Ça, c'est une décision qui est politiquement défendable, d'accord, de dire on n'accepte plus d'acheter du gaz russe, ou en tout cas on fait en sorte, parce qu'on a une posture qui consiste à dire on ne veut pas être conciliant avec le régime de Vladimir Poutine. Ok, qui a mesuré les conséquences sur l'industrie d'une telle mesure ? Personne. Et aujourd'hui on est en train de se rendre compte que c'est d'accord de se passer du gaz russe, mais aujourd'hui les prix auxquels on achète, alors on achète toujours du GNL russe au passage, donc c'est un peu l'ironie du sort, mais on achète du gaz naturel liquéfié aux Américains qu'on regazéifie en arrivant sur le sol européen, on le paye une fortune. Donc on a des industriels qui aujourd'hui payent un prix du gaz et de l'électricité de l'ordre de 3 à 5 fois plus cher que les concurrents américains et chinois. C'est pas tenable. C'est vraiment pas tenable. On était à peu près dans les mêmes ordres de grandeur avant la guerre en Ukraine. On était un peu plus cher, mais c'était tenable. Aujourd'hui, on a des niveaux de prix de l'énergie qui sont vraiment... Mais alors, quand vous parlez à des énergo-intensifs, donc dans la chimie, dans l'acierie, métallurgie au sens large, enfin tous ceux qui consomment beaucoup d'énergie, c'est juste insupportable de payer aussi cher des prix de l'énergie, d'accord ? Enfin, vous n'êtes pas du tout compétitif par rapport à vos concurrents internationaux. Et vous rajoutez à ça quelque chose où on est très vertueux, tant mieux, mais qui est très pénalisant, c'est le prix du carbone. D'accord ? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Enfin, tous les économistes sont pour mettre un prix du carbone de manière à, on dit, internaliser les externalités, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises prennent en compte le coût du changement climatique dans leur production, mais on ne peut pas être les seuls à le faire. Si on est les seuls à le faire,
on pénalise la compétitivité des entreprises européennes, et à l'inverse, les autres sont toujours aussi compétitifs, et ça nous pénalise à doubles égards, si je puis dire. C'est-à-dire, les produits qui arrivent sur notre sol, qui sont produits ailleurs dans le reste du monde, ne sont pas soumis à la taxe carbone. Alors ça va changer un peu avec le MACF, mais grosso modo, ne sont pas soumis à la taxe carbone, donc sont beaucoup plus compétitifs. Et nous, ça nous pénalise à l'export, parce qu'on envoie des produits qui intègrent le prix de la taxe carbone, et donc qui sont beaucoup plus chers. Donc il y a un peu la double pénalité, c'est la double peine pour les entreprises européennes. Donc je pense que la taxe carbone est une très bonne chose, mais c'est soit on met une barrière aux frontières vraiment pour faire en sorte que les produits qui rentrent ou qui sortent soient surtaxés quand ils rentrent ou détaxés quand ils sortent, de manière à ne pas pénaliser les entreprises européennes, soit il ne faut pas de taxe carbone, ce qui est plutôt une mauvaise idée pour le climat au passage. Mais on ne peut pas être les mieux-disants, encore une fois, d'un point de vue environnemental, et ne pas se soucier de l'impact que ça a sur l'industrie, parce que juste l'industrie, sinon elle meurt à la fin. Ce qui est quand même pas une idée complètement géniale. Un point sur la fiscalité, parce que là aussi il y a beaucoup à dire, parce qu'on entend en ce moment la petite musique qui consiste à dire est-ce qu'on ne pourrait pas relever certains taux d'imposition, alors un coup sur les entreprises, un coup sur les ménages. Ayez en tête quand même qu'on a fait ce travail, nous chez Rexecode, de calculer le niveau d'imposition des boîtes dans l'industrie, ou plutôt les charges fiscales corrigées des aides, parce que souvent on nous oppose en France, vous êtes très fiscalisé, mais en parallèle il y a beaucoup d'aides aux entreprises. Bon, faisons le net entre les deux, c'est ce qu'on a fait. Donc on a regardé les cotisations employeurs et les impôts de production payés par les industriels, auxquels on retranche les subventions d'exploitation. On est toujours les plus imposés des pays de la zone euro, d'accord, et de loin. Donc on a un sujet de fiscalité, c'est qu'en moyenne, produire en France, ça coûte plus cher, ne serait-ce que parce qu'il y a une fiscalité plus pénalisante. Il y a des travaux très intéressants, je vous les mentionne juste après, là, qui ont été faits par France Stratégie, qu'on ne peut quand même pas accuser d'être des grands ultralibéraux, si vous voulez, et qui montrent bien que simplement en réalignant les impôts de production sur la moyenne européenne, ça permettrait de stimuler les créations de sites de production de 18%, d'accord, en France, parce qu'il y a beaucoup plus d'investissements qui viendraient se faire sur le sol français par rapport à ce qui se fait actuellement. Et le fait de normaliser le taux d'imposition sur les sociétés, donc l'IS, ça permettrait d'augmenter de 70% la localisation des sièges sociaux des boîtes. C'est-à-dire que votre siège social, quand vous êtes une entreprise, que vous avez le choix entre le mettre en Irlande ou en France, quand vous regardez les taux d'imposition, le choix il est quand même vite fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'aligner sur la fiscalité irlandaise, ça veut dire que être toujours le mieux-disant fiscalement en étant toujours à des taux d'imposition plus élevés que les autres, ça a vraiment un coût en termes à la fois de sites de production et d'implantation des sièges sociaux. Un mot rapide sur les coûts dans l'industrie manufacturière. Où est-ce qu'on se situe en France ? Grosso modo au même niveau que l'Allemagne. D'accord ? Le coût de l'heure de travail dans l'industrie manufacturière en France, il est équivalent à nos homologues allemands, mais en revanche, on est plus cher que les autres pays européens. Donc là, alors, l'écart n'est pas non plus dramatique, mais il y a un sujet. D'accord, il y a quand même un sujet. Et le coût de l'heure de travail ne vient pas des salaires mirobolants que toucheraient les salariés de l'industrie. C'est le gros de l'écart, c'est encore une fois la différence entre le brut et le net, quoi. D'accord, c'est les cotisations sociales qui sont prises qui à la fin finissent par peser lourd sur le coût du travail. Et là aussi, je veux dire, quand vous êtes une boîte et que vous voulez faire du Made in France, ça dépend. Si vous êtes sur du très haut de gamme, vous êtes moins vigilant, ou en tout cas ça vous impacte moins le coût de l'heure de travail. Mais si vous faites de l'industrie plutôt de base, là le coût du travail c'est juste prioritaire pour vous. Donc c'est très important d'être compétitif d'un point de vue du coût de la main d'œuvre. Et évidemment, si vous faites fabriquer dans les pays d'Europe de l'Est, c'est pas pour rien que beaucoup de nos entreprises se sont délocalisées dans les pays d'Europe de l'Est. C'est que là le coût de la main d'œuvre est évidemment bien moins cher. Et donc là aussi, je cite les travaux de France Stratégie parce qu'ils sont toujours aussi éloquents. Si vous diminuez en relatif de 10% le coût du travail en France, c'est plus 10% sur les investissements de production reçus. Okay, toujours pareil, cette même logique de dire si je suis plus attractif en Europe, mécaniquement, je reçois plus d'investissements de la part des étrangers sur notre sol. Et je finis rapidement en vous parlant de la robotisation. Je le mentionne en introduction, mais on a un vrai sujet on n'est pas assez robotisé. Alors, la dynamique est plutôt bonne. J'irais peut-être pas dire bonne, mais en tout cas est plutôt favorable. On installe toujours plus de robots chaque année en France dans l'industrie, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est le rythme qui va pas assez vite. Il faut absolument qu'on arrive à se robotiser davantage, d'accord ? Encore une fois, c'est plus de productivité, c'est plus de revenus pour les boîtes. À la fin, il n'y a pas de perte d'emploi à la clé en plus, donc c'est vraiment c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et là, je parle de robots, mais plus largement, c'est le traitement des données, c'est le fait d'adopter l'IA, enfin tout ce qui peut permettre d'augmenter la productivité des activités industrielles. Je crois que c'est très important. Et vous voyez même que la Chine en 2023 est même passée devant l'Allemagne en termes de taux de robotisation. Ça veut quand même dire quelque chose, hein. Ayez en tête que la Chine en 2019 était moins robotisée que la France.
Imaginez en 5 ans le mouvement qu'a opéré la Chine, quoi. Enfin, c'est juste colossal. Donc ça doit nous interroger, quoi. Ça doit nous interroger sur... il faut qu'on aille plus vite dans les décisions qu'on prend, il faut mettre beaucoup plus le paquet sur notre politique industrielle. Et, alors juste un petit mot d'emploi, il me reste 2 slides et après, promis, je prends toutes vos questions. Sur le système éducatif, on forme beaucoup de jeunes au métier de l'industrie, mais on a ce qu'on appelle un taux d'évaporation, donc c'est le nombre de jeunes qui sont formés à des métiers industriels et qui finalement ne travaillent pas dans l'industrie après, qui est de l'ordre de 50%. C'est beaucoup trop, d'accord. Et voilà. Et je vous encourage, blague à part, Stéphanie l'a mentionné au tout départ, trop peu de jeunes, et moi y compris quand j'ai fait mes études, l'ont en tête. L'industrie est un secteur qui paye bien mieux que les autres secteurs, en moyenne, évidemment, il faut moyenner tout ça, mais que les autres secteurs de l'économie. D'accord. L'industrie, c'est grosso modo plus rémunérateur, vous avez des trajectoires plus ascendantes en termes de rythme d'ascension dans l'entreprise, parce qu'il y a vraiment une hiérarchie qui permet de monter les échelons beaucoup plus rapidement que dans des boîtes, notamment du numérique, beaucoup plus horizontales. Donc il y a vraiment, je pense, quelque chose à dire là aux jeunes, si vous allez dans l'industrie, c'est quand même des métiers passionnants, assez géniaux, c'est du Made in France, et vous allez bien gagner votre vie, quoi. Donc je veux dire, c'est quand même assez passionnant l'industrie. Mais donc on a des besoins où on doit former plus de jeunes, on doit réduire le taux d'évaporation, ça c'est évident, c'est-à-dire que les jeunes que l'on forme doivent davantage opérer à la fin dans l'industrie, et puis on a des besoins de recrutement qui sont non satisfaits à date, hein. Ça c'est l'Observatoire de la métallurgie qui le mentionne, mais quand vous regardez notamment chaudronnier, technicien, soudeur, enfin tous ces métiers-là, les soudeurs nucléaires, n'en parlons pas, on ne forme pas du tout assez par rapport aux besoins qu'on va avoir à horizon 2030, c'est-à-dire quand toute une génération va partir à la retraite. Donc on doit impérativement former davantage de jeunes dans ces métiers-là. C'est juste indispensable, ne serait-ce que pour maintenir le tissu industriel existant, quoi. C'est pour éviter que des boîtes ferment, faute de main-d'œuvre. Et donc si je conclus, je suis désolé si j'étais un peu long, si je conclus à quoi j'appelle en vous mentionnant un petit peu ce panorama global, c'est à faire beaucoup plus sur le levier national. C'est-à-dire on doit avoir une politique industrielle française, j'insiste là-dessus parce qu'elle peut être européenne, mais ça ne vient pas en substitut de ce qu'on doit faire au niveau national, beaucoup plus active. Ça veut dire à la fois être vigilant sur, comme je l'ai dit, hein, sur tout ce qui joue défavorablement sur notre compétitivité. Donc là, dans la situation budgétaire dans laquelle on est, il me semble qu'aller regarder si on ne peut pas augmenter des impôts, c'est quand même franchement suicidaire, surtout sur les entreprises. C'est beaucoup plus du côté de la dépense qu'il faut aller regarder si on peut faire des choses. Et il y a beaucoup de choses à faire du côté de la dépense publique. Quand on parle de protéger l'industrie, c'est la protéger de la concurrence déloyale. Là, je pense à la Chine, tout en maintenant un niveau de concurrence fort sur le marché domestique, mais juste faire en sorte que des boîtes françaises ne tombent pas par dumping chinois, d'accord ? Parce que ça, c'est insupportable, surtout quand ils ne respectent pas nos normes environnementales, sociales, etc. On n'a pas le droit de laisser mourir une boîte si ça vient du dumping chinois qui est mis sur le marché. Favoriser l'innovation, ça qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rapprocher un maximum et les formations et la recherche de l'industrie. Et là, il y a des travaux fantastiques qui ont été faits, je le mentionne souvent, c'est le programme LABEX. C'est un chercheur, Antonin Bergeau, fabuleux chercheur, qui a montré que quand on faisait le maximum pour rapprocher les chercheurs, qu'on les mettait en entreprise pour des programmes de travail, ça stimulait énormément les programmes de recherche, mais beaucoup plus opérationnels. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de l'innovation qui derrière sert à la production, et c'est pas simplement du travail de recherche très théorique. Donc il y a vraiment un rapprochement à faire entre la recherche qui est de très bon niveau en France et les entreprises industrielles. Et puis comme je le disais, voilà, à la fois être précautionneux sur la production de normes et cultiver le risque. D'accord ? On est un pays vraiment où on déteste le risque. Tout le monde veut de l'épargne dérisquée, personne veut financer quoi que ce soit. Oui, on ne peut pas à la fois se plaindre par exemple que des entreprises industrielles ferment en France et que les capitaux de ces entreprises soient détenus par des étrangers. D'accord ? Quand on ne détient pas nos propres entreprises, c'est difficile derrière de leur dire vous êtes des méchants, vous avez fermé des sites de production. Quand déjà on détient les capitaux, ça devient beaucoup plus facile d'être à la table des négociations. D'accord ? Donc on doit financer nos boîtes, on doit détenir nos entreprises. Et il y a en tête que plus de la moitié du CAC 40, des capitaux du CAC 40 sont détenus par des étrangers. D'accord ? C'est juste absolument dingue. Donc je crois qu'il y a vraiment cette culture du risque à développer en France et ça va marcher. On peut avoir une grande industrie française, j'y crois vraiment. Et c'est justement l'objet de ce que Stéphanie vous présentait en entrée, de ce petit baromètre qui est assez fabuleux, qui est très pédagogique. Donc si vous voulez le lire, vraiment, je vous le conseille parce qu'il résume un peu tout ce que je viens de vous dire de manière très simple. Et il y a un petit QR code à flasher et vous y accédez directement. Et vous aurez un peu tout.
Vous aurez les chiffres principaux. Là, vous avez eu un cours, on peut le remercier, assez exceptionnel d'un des meilleurs professeurs d'économie de France. Si, vous avez eu beaucoup de chance. Et nous avons beaucoup de chance parce que nous travaillons avec lui donc, sur ce baromètre qui est vraiment à votre attention. Ce sont les grands chiffres, les choses à retenir et surtout les choses à retenir, à imprimer et à après influencer vos choix dans votre carrière, dans votre future carrière, parce que la carrière, c'est un parcours toute sa vie. Là, je m'adresse aux plus jeunes, mais même ceux qui sont derrière, bien entendu. Là, vous avez eu quelque chose d'assez poussé. Là, vous avez les grands chiffres à retenir, et avec ça, go, allez-y. Engagez-vous dans l'industrie française. Voilà, merci beaucoup. Puis je suis preneur de toutes vos questions, si vous en avez, si des interrogations. Peu importe, je suis preneur de toutes vos remarques et considérations. Également, moi, je vous remercie infiniment parce que c'était super intéressant. Avez-vous des questions? Profitez, vous avez 2 experts là. Exprimez-vous. Allez, qui se lance? Il y a une question là? Excusez-moi. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, à notre niveau d'industrie, de petite industrie dans le Nord, pour pouvoir aider à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place très concrètement? Je vais parler d'un point qui est très cher à Stéphanie, et je souscris complètement. C'est sensibiliser déjà les jeunes absolument au combat de l'industrie. Je suis toujours très frappé. Et puis, mettre en lumière les injonctions contradictoires qu'on a dans le débat. C'est-à-dire, tout le monde est pro-industrie en France. Voilà. Vous parlez de réindustrialisation, tout le monde va applaudir les deux mains en disant c'est vachement bien l'industrie, il en faut plus. Mais à la fin, quand on regarde les mesures qui sont soutenues par les Français et qui sont applaudies, ou en tout cas désirées, elles sont souvent pénalisantes pour l'industrie. Donc le rôle aussi des industriels, c'est de rappeler on ne peut pas à la fois vouloir plus d'industrie et en même temps prendre toute une série de mesures qui vont venir encore abîmer notre compétitivité. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle de sensibilisation de votre part en disant regardez, moi, la manière, un peu à la manière dont le PDG de Michelin l'a fait très récemment au Sénat, Ménégo, en parlant de ses coûts de production en Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine, en faisant de la pédagogie très simple, en disant voilà à quel point mes coûts de production ont augmenté. Si on ne fait rien, voilà les conséquences de cela, et vraiment les sensibiliser. Et à la fin, c'est aussi leur donner envie de rejoindre quand même un secteur qui est génial. Enfin, l'industrie, c'est en mouvement, c'est en perpétuel, ça se réinvente toujours. C'est du concret, c'est très opérationnel, donc je pense qu'il faut arriver à créer des vocations. Moi, je suis très surpris. Alors, on peut trouver ça très bien que, par exemple, les jeunes choisissent la formation qu'ils veulent suivre à l'avenir. Moi, je trouve ça assez scandaleux qu'il y ait des formations qui soient en sureffectif massif et à l'inverse, qu'il y ait des filières qui soient complètement désinvesties. Il y a un moment où ça devrait marcher davantage par quota, en forçant, entre guillemets, des jeunes à aller vers des filières plus techniques quand d'autres filières sont bouchées ou ils n'ont pas été acceptés. Il y a une forme il y a un mismatch entre les besoins du marché du travail et les jeunes que l'on forme. Donc on doit absolument arriver à recréer le pont. Ça passe par leur donner envie, bien sûr, et puis ça passe par une volonté publique d'arriver à orienter davantage les jeunes. Et si ça ne se fait pas naturellement, si je puis dire, passer par des quotas, moi je trouve que ça ne serait pas gênant. Moi qui viens d'une filière éco-gestion à la base, je me souviens de cours en amphithéâtre où on était 500, c'était intenable, ça n'a aucun sens, la moitié des jeunes décrochent dès le premier semestre. Ça n'a pas de sens du tout. Et la moitié n'avait en plus pas le niveau pour après valider un master in fine. Donc il y a plein de jeunes qui auraient pu faire tout un tas d'autres formations et ça se serait très bien passé pour eux, alors que probablement là, ils sont en décrochage scolaire. Donc il y a vraiment un système de formation à réinventer et être un peu moins dans le laisser-faire et un peu plus dans on va quand même guider un peu les jeunes là où il y a des besoins. Et moi, je vais compléter concrètement. Il y a plein de choses à faire. La première, c'est vous PME, si j'ai bien compris, c'est aller dans les lycées, allez voir les jeunes, allez vers eux, parlez-leur, expliquez ce que vous faites, votre savoir-faire, les métiers. Et pour ça, on peut vous aider, Associés d'encouragement peut vous aider à créer une communauté qui s'appelle la Facto. Ce ne sont que des jeunes engagés dans l'industrie qui mettent à disposition des outils. Et le premier outil, c'est le baromètre. C'est un discours, ce sont des messages. Donc vraiment, j'espère que vous avez téléchargé et que vous allez regarder ce baromètre. Mais il y a aussi un autre outil qui est extraordinaire, qui s'appelle la fresque de l'industrie. Et on peut
former un fresqueur chez vous, donc dans chaque entreprise, qui ira porter la bonne parole. Vous connaissez tous la fresque du climat, le succès de la fresque du climat. Nous, on souhaite le succès de la fresque de l'industrie pour expliquer l'écosystème que représente l'industrie. Donc là, vous avez eu plus qu'un aperçu, grâce à Anthony, mondial. Nous, on est sur la fresque de l'industrie française, où en l'espace d'un atelier de 2 heures, on peut faire comprendre beaucoup de choses et surtout amener à l'échange, au partage, à l'importance de l'industrie. Et je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Anthony, vous avez bien compris, c'est un écosystème très large qui impacte tout le monde. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Et vous pouvez venir me voir après. J'arrive. Pardon, excusez-moi. Nous, par rapport à ce que disait la dame, nous, on ne peut pas les convaincre, les hommes politiques, de changer de... C'est eux qui doivent bouger des choses. Allez voir votre député, localement. Oui. Ah bah oui, vous allez voir votre député. Pardon, Il se nourrit du terrain, le député, normalement. Ouais. Il faut aller à sa rencontre, porter des sujets, bien sûr. Et vous croyez qu'il va m'écouter, moi, le petit si vous avez élu un élu local intelligent qui est au service d'eux, parce que c'est vraiment ces personnes-là qu'il faut élire, qui est au service d'eux, donc vous, citoyens, nous, citoyens, oui, il va vous écouter. D'accord. Et puis s'il ne vous écoute pas, il y en aura un autre qui vous écoutera. Vous allez à l'échelon au-dessus ou l'échelon en dessous. Il faut faire bouger beaucoup de choses, je suis d'accord. Mais il ne faut pas hésiter, il faut prendre la parole. Parce que tout est bloqué actuellement. Alors voilà. Moi, le discours que le monsieur il a fait était formidable, mais qu'il aille le faire à l'Assemblée nationale. Ah bah il le fait. Il le fait. D'accord, merci beaucoup. Mais, pour compléter, je suis d'accord avec vous que c'est difficile en ce moment, compte tenu du corps politique que l'on a, d'avoir une confiance aveugle dans leur capacité à retranscrire les messages. Il y a un mot qui est souvent très mal connoté et qui, à mon avis, ne devrait pas l'être, c'est le lobby. Il faut faire plus de lobbyisme, c'est-à-dire passer par des organisations patronales, que plus d'entreprises adhèrent. Il y en a plein. Enfin, nous, on travaille aussi avec plein d'organisations, que ce soit le MEDEF, la FEP. Pour les TPE-PME, il existe aussi la CPME. Enfin, il y a tout un tas d'organisations qui vraiment portent des messages. Et eux, pour le coup, ils ont quand même une force de frappe assez puissante, notamment sur l'excès de normes, et c'est un peu en train de bouger, on le voit au niveau de la Commission européenne. Stéphane Séjourné arrive à faire passer quelques mesures. C'est vraiment parce que les organisations patronales sont ceinture et bretelles derrière et qu'elles poussent, qu'elles lâchent rien. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde, attention, hein, je suis pas du tout en train de vous dire que ça va être radieux et simple, mais voilà, le lobby, il faut pas avoir peur de le dire, c'est comme ça que ça marche, hein. Les autres défendent leurs intérêts, l'industrie doit défendre les siens, quoi. C'est essentiel. Bonjour à vous, bonjour à tous. C'était très macro. Et c'est d'autant plus macro qu'il y avait une temporalité qui est à prendre en compte dans ce que vous avez dit. Je vous rejoins sur pas mal de sujets. Que ce soit macro, ça manquait peut-être un petit peu de micro, et c'est pour ça que vous avez eu des questions qui étaient orientées là-dessus. Pour rassurer monsieur, et je vais d'abord peut-être me présenter, je co-dirige un groupe numéro 3, numéro 4, en fonction de ce qu'on prend, dans les utilités énergétiques pour l'industrie, donc on décarbone, donc plein de choses. Et je vous rejoins sur ce point-là. Et le dernier point, qui était celui de faire du lobby. Je m'occupe du lobby dans mon groupe. Ce qui fait que je suis et au MEDEF et conseiller du commerce extérieur. Ce faisant, on n'a que 125 ans, nous. On est très jeunes par rapport à vous. Très, très jeunes. Non, du tout. Et vous, c'était Napoléon Bonaparte. Nous, c'était Napoléon III. Néanmoins, dans un moment d'industrialisation de la France, fin du 19e, où il y avait un sens, puisque déjà on devait défendre des positions de commerce extérieur. Oui, la France est en déficit sur sa balance, mais rappelons-nous aussi que le commerce extérieur est une somme nulle. Si on est en déficit, c'est-à-dire que d'autres sont en bénéfice. Et dans l'histoire, on a aussi été en bénéfice. Est-ce que c'est passager ? Probablement que oui. Est-ce qu'il faut envisager d'aller vers des secteurs d'activité où on est plus sur de l'océan bleu que de l'océan rouge ? Possiblement aussi. Est-ce que l'on sait inventer ces océans bleus ? Non. Est-ce que face aux États-Unis, lorsque l'on fait circuler 1 euro, les Américains savent faire circuler 3 $ équivalents et donc créer autant de valeur ? Oui. C'est protéiforme, les solutions. Je vous rejoins sur les 7 grands leviers que vous avez utilisés.
Mais il y a des temporalités qui sont très différentes. Parler des jeunes, oui, mais c'est à échéance de 10 ans. La robotique, j'ai quitté l'école il y a 25 ans. Oui, je suis si vieux que ça, mais je ne l'ai fait pas, moi non plus. On me parlait déjà de la robotique. Zéro. Depuis, ça n'a pas évolué. Hein. Du tout. Pas. Et à contrario, on a des politiques de présentation de l'innovation qui, parce que c'est enregistré, je ne donnerai pas le vocabulaire que je voulais, mais qui est réellement par terre. Pourquoi ? Parce que je suis aussi à la Chambre de commerce. Tous les 3 ans, depuis ces 15 dernières années, qu'est-ce qu'on a entendu ? Tous les 3 ans, ça change. On a parlé de la robotique, très humanisée. On a parlé de l'interface homme-machine. On a parlé de l'hydrogène. Aujourd'hui, on parle de l'IA. J'ai rien contre tout ça. Mais dans 2 ans, on nous parlera de quoi ? Et donc, on est sur des créations de filières qui se nourrissent beaucoup de subventions européennes. L'hydrogène, on a chopé 7 milliards quand l'Allemagne était à 12, je crois. Donc, on a une compétition. Moi, j'investis beaucoup l'Afrique, dans laquelle la Chine est beaucoup, dans laquelle les États-Unis sont beaucoup, mais où mes premiers concurrents, ils sont allemands, italiens, belges. Oui, belges. Mais ils savent faire un truc que l'on ne sait plus faire, c'est effectivement un lobby vertueux. Et donc oui, il faut investir dans le MEDEF, dans l'U2P, dans la CPME, ils ont changé. Ça n'est plus des organisations qui sont faites pour les costards cravates, désolé. Je suis franco-italien, donc j'aime la SAP. Ce sont des organisations qui sont très pragmatiques, où votre vécu, c'est le vécu de tout le monde. Et ce faisant, vous avez autant de poids que le président de Schlumberger, pour ne citer que lui, par exemple. On pourra en reparler ultérieurement avec grand plaisir. De fait, comment faire en sorte qu'au-delà des leviers long terme que sont la jeunesse, on puisse œuvrer à court terme. Oui, il faut aller rencontrer nos députés. Et oui, il n'y a pas besoin d'avoir une cravate pour pouvoir le rencontrer. Il a une permanence et normalement 2 jours par semaine, son bureau est ouvert. Par contre, il faut bien le choisir, parce qu'il n'est pas forcément dans les commissions d'investissement, dans les commissions de l'économie, dans les commissions de l'aménagement du territoire, etc. etc. Donc il faut être un peu tacticien aussi, je l'avoue. Merci. Ma question était vraiment sur le court terme. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour tous vos points. Je rebondis à quelques-uns d'entre eux. Je suis un tout petit peu moins optimiste que vous sur le commerce mondial. C'est une balance, un jeu à somme nulle, parce que de facto sur les flux, mais il y a les stocks. Et quand on accumule des déficits année après année, on devient, par définition, il y a des gens qui détiennent le monde et des gens qui sont détenus par le reste du monde. Et le problème de la France, c'est que quand vous regardez ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu barbare, la position extérieure nette, c'est-à-dire l'ensemble des avoirs versus les engagements que l'on a vis-à-vis du reste du monde, on a 30 points de PIB d'engagement sur le reste du monde. Les Allemands, ils ont 60% de leur PIB d'avoir vis-à-vis du reste du monde. Donc on est en train de se créer comme une position où on est détenu de plus en plus par des agents extérieurs. Et ça, au-delà des flux, moi je suis inquiet du stock aussi en quelque sorte. C'est un peu comme déficit et dette, quoi. On a un déficit qui effectivement est pas joli, mais le problème à la fin c'est qu'on a un stock de dette qui augmente et ça c'est un vrai problème. Donc quand ça va toujours dans le même sens, et le problème c'est qu'aujourd'hui on a du mal à voir comment concrètement rééquilibrer très fortement la balance commerciale pour éviter que le stock se dégrade. J'aimerais qu'on retrouve une position, au moins une balance commerciale stable. Je pense que c'est un objectif sain. Donc voilà. Sur la robotique, un point quand même, la Chine elle a mis 5 ans à passer de notre niveau de robotisation, même un peu en dessous, à devant l'Allemagne. Donc moi je me dis, alors ok, la Chine est un régime autoritaire, c'est beaucoup plus facile, il y a moins de réglementation, ça va plus vite en termes d'installation, mais si la Chine le fait, je vois pas pourquoi la France peut pas le faire, quoi. Donc il y a un moment où on se met aussi des barrières, mais parce qu'il y a beaucoup de complexité, je suis d'accord, hein, c'est très difficile, mais on peut avoir les moyens de le faire si on finance correctement ces investissements-là. Je suis d'accord avec vous, mais prenons l'exemple de l'hydrogène. Oui, mais comparaison n'est pas raison, mais néanmoins, c'est un exemple sur lequel on peut rebondir. La Chine, juste avant Covid, s'est dit on va faire un galop d'essai de l'hydrogène mobilité, donc pour les voitures. C'était quoi leur galop d'essai ? 2 millions de production de véhicules. C'est notre parc national.
Pourquoi? Parce qu'ils ont un cash flow qui est largement supérieur au nôtre. Mais je suis d'accord avec vous. De toute façon, on ne réindustrialisera pas le pays avec des filières qui sont bâties sur du sable. Le gros de la réindustrialisation française, c'est sur l'existant. On le voit bien avec... on veut fabriquer des batteries maintenant pour voitures électriques. Donc on a une super usine ACC qui est co-construite avec des Chinois qui s'est installée dans le Nord. Et ça patine parce qu'on nous dit c'est de la chimie, c'est compliqué. Donc même sur des processus chimiques un peu de base, on a perdu de la compétence. Donc il faut vraiment que le socle déjà existant, lui, résiste pour bâtir. Et il y a en gros qu'un quart qui sera de la nouvelle industrie. Mais le gros du futur de l'industrie française, il existe dans nos industries actuelles. Ça, c'est quand même le message important. Et donc, ça doit se financer. Et donc, à très court terme, je pense qu'on peut jouer quand même. Il y a plein de leviers. Moi, je parlais de fiscalité, de coût du travail. Déjà, éviter de ne pas en remettre une couche, ça serait très très bien. La CSRD, c'est pareil. Enfin, dans l'état actuel, le MACF qui est mal calibré parce qu'il touche que les intrants et pas du tout la production aval. Je pense que déjà, alors on peut avoir des plans de long terme, mais à court terme, il faut éviter les très grosses bêtises. Là, on est à un stade où on peut faire des très grosses bêtises parce qu'on est dans l'urgence, parce qu'on est dans l'incertitude. J'espère que les voies de l'industrie seront suffisamment fortes pour éviter de faire un gros coup de griffe sur le contrat, si je puis dire. Voilà.